Monsieur, parlez fort, monsieur, je suis affreusement malentendante. Pardon. Bon sang, monsieur, parlez plus fort, parlez plus fort. Oui. Approche-toi, ça aussi. Piégel, bonsoir, et merci du fond du cœur de cette passionnante conférence. La question peut paraître un peu naïve, mais en quoi la pensée d'un Marcille de Padoue a pu influencer les auteurs que vous avez cités en première partie? Et en quoi peut-on dire que Giovanni Botero est de... Marcille de Padoue, attendez, oui, je note, alors, oui. Et ensuite? Et en quoi Giovanni Botero est considéré comme héritier de Machiavel après certains? Oui, alors. Donc, alors là, vous me décalez beaucoup de mon sujet, mais ça ne fait rien, je vais vous répondre quand même, ou je vais essayer à tous les mois. Marcille de Padoue, comme vous le savez, n'est-ce pas, c'est le grand théoricien, gibelin, qui a pris parti, qui a défendu la cause du Saint-Empire romain germanique face au parti guelfe, au parti du pape, avec de très bons arguments, mais qui sont tout à fait au profit de l'Empire et pas du tout si vous voulez, ce n'est pas un point de vue républicain. Alors, c'est plutôt, si vous voulez, un empire conçu comme une monarchie, qui n'était pas un régime absolument despotique. Et on en était là, je vous dirais, on en était là jusqu'à la fin du XIIIe siècle, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, par exemple, Dante, qui est considéré par de nombreux humanistes, par exemple Bruni, qui a fini par écrire une vie de Dante, comme un vrai précurseur, n'est-ce pas, de cette pensée politique italienne. Dante, dans son De Monarchia, il a dit qu'en fait, il fallait se ranger l'Empire. Mais justement, comment vous dire, la conception de l'humanisme civique est en rupture avec la conception gibeline et médiévale de Marcille de Padoue. Je m'en excuse auprès du souvenir auprès de Janine Quillet, qui avait fait un très beau livre sur Marcille de Padoue, mais ce n'est pas le même, ce n'est plus, vous savez, dans le développement en arbre, comme pour les espèces végétales des idées politiques, eh bien, c'est un autre branchement. Oui. Et maintenant, pour ce qui est de Giovanni Botero, c'est-à-dire l'idée de la raison d'État, n'est-ce pas, l'idée de la politique de la raison d'État. Alors, bien entendu, si vous voulez, comme cette idée de la raison d'État, j'en parle un petit peu dans ce livre, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que l'État, comme l'explique d'ailleurs très bien Machiavel, s'il veut, son principal objectif, c'est de se maintenir, c'est de durer. Il faut que l'État dure. Si l'État s'écroule, eh bien, il n'y a plus rien. Donc il faut qu'il dure. Pour durer, il a le droit, n'est-ce pas, il a le droit de transgresser, et c'est ce que dit déjà Machiavel, de transgresser la morale usuelle. Autrement dit, ce qui est ouvert à partir de Machiavel, et c'est ça qui sera tellement discuté au XVIIe siècle partout, au fond, dans tous les traités théologico-politiques, le crime d'État est autorisé, n'est-ce pas? Le crime d'État est autorisé, à condition qu'il ne fasse pas plonger l'État, il ne détruise pas l'État au moment même où il est commis. Vous connaissez tous le mot de Talleyrand à propos du meurtre du duc d'Enghien, de l'assassinat du duc d'Enghien par Bonaparte, par Napoléon. Talleyrand a dit, c'était tout à fait un point de vue machiavélien, pire qu'un crime, c'était une faute. Donc, alors, dans l'esprit machiavélien, oui, l'État, n'est-ce pas, a le droit de glaive, il a la puissance, et par conséquent, et le prince, il va très loin, n'est-ce pas, dans ce domaine. Le prince peut abattre ses ennemis, peut les tuer. Le crime est autorisé. La raison d'État, c'est l'autorisation du crime, non pas seulement de la guerre à l'extérieur, mais du crime à l'intérieur. Comment vous dire? Aux yeux d'un démocrate, comme moi, c'est une abomination. Je trouve que c'est une abomination. Et que nous devons restreindre le plus que nous pouvons, dans le monde dans lequel nous sommes, où justement la République n'est pas universelle, le plus que nous pouvons, le crime d'État. Parce que, vous savez, c'est comparable à ce que d'ailleurs les Américains sont fascinés par ces questions. C'est pour ça que vous avez ce film Le Parrain. Mais oui, Le Parrain, n'est-ce pas? C'est de vous montrer que le parrain, quand il raisonne, pour lui, il fait des affaires normales. Si vous voulez, il fait du business, comme ils disent. Donc, le crime, ça fait partie du business. Eh bien, l'idéologie de la raison d'État, c'est la même. Ça veut dire... Étienne Thuot, qui est un grand historien disparu depuis longtemps, a fait un livre sur Richelieu et la raison d'État. Le crime fait partie
de l'État. Alors, tant qu'il s'agit de se défendre contre des agressions extérieures, ce n'est plus d'un crime, c'est de la guerre, n'est-ce pas? Et c'est parfaitement admissible parce que là, c'est parfaitement admissible dans le code même des républiques. Mais quand il s'agit de se débarrasser de simples rivaux, n'est-ce pas, de simples rivaux, ce n'est pas admissible. Là, il y a quand même un fil qui passe, voilà, sur cette question. Donc moi, je ne suis pas une théoricienne de la raison d'État. Oui. Alors, deux questions un peu vastes. Déjà, merci. Bon, voilà, on excuse par avance. Première question, comment est-ce que vous expliquez le paradoxe entre le désordre politique de l'époque et ce foisonnement intellectuel qu'on a pu avoir? Alors, c'est très très vaste. Hein. J'imagine que vous n'avez pas le temps de répondre à ça en 2 minutes. Et deuxième question, un peu provoque. Est-ce que le véritable humaniste, justement, ce ne serait pas Machiavel qui, Attendez, la deuxième question, c'est... oui. Alors, par rapport à Machiavel, est-ce que justement le véritable humaniste, ce ne serait pas lui, dans la mesure où il pense le monde en fonction de ce que sont les hommes, en fonction de ce que sont les États et leurs intérêts, et non pas en fonction d'un idéal. Il pense le monde de façon très pragmatique. Est-ce que vous n'avez pas dit un véritable humaniste, justement ? Oui, alors je vais commencer par je vais vous répondre aux deux questions. Alors premièrement, le désordre dont vous parlez, c'est vrai que quand on voit la multitude, n'est-ce pas, les myriades de villes qui existaient dans l'Italie du XVe siècle, on a le sentiment d'un incroyable désordre. Mais ça, c'est une apparence plutôt qu'une réalité. Pourquoi ? Parce que, en fait, chacune de ces seigneuries, Florence était une seigneurie. Qu'est-ce que ça voulait dire ? On dit donc si c'était une seigneurie, elle était encore féodale. Non, ça signifie qu'elle avait acquis pendant la période féodale le droit à la souveraineté. La place de la signoria, c'est la place de la souveraineté de Florence sur ces terres. Elle avait le droit de justice, etc., comme les seigneuries. Mais elle était en voie d'émancipation du monde féodal. C'était vrai pour Florence, c'était vrai pour Sienne, pour toutes ces villes, toutes ces républiques de cité, ces anciennes républiques communales qui s'étaient développées dans les interstices, n'est-ce pas, des grandes forces, le Saint-Empire romain germanique, la papauté et les royaumes qui étaient encore assez faiblards en formation en train de se déchirer les uns des autres, ils en ont profité pour se développer dans l'ordre, un ordre. Alors évidemment, il y avait des conflits, mais si vous voulez, c'était un ordre qui reposait aussi sur le développement du commerce, n'est-ce pas ? Le XVe siècle. Nous, au XVe siècle, nous avons la guerre de 100 ans, elle finit, elle dure encore. Donc on a laissé tranquilles les Italiens jusqu'à la fin on était encore en train de les embêter à la fin du XIVe siècle, mais au XVe siècle, c'était fini. On leur a laissé la paix, ils ont pu se développer. Donc on ne peut pas dire que c'est un désordre, non. Il n'y a pas de désordre. Alors, deuxièmement, sur la question de Machiavel. Alors, c'est une question très intéressante et je vous remercie de l'avoir posée. En quoi Machiavel est ou n'est pas un humaniste ? Alors, je vais vous dire d'abord en quoi il l'est. Profondément, Machiavel est un humaniste parce que, comme l'a d'ailleurs très bien montré Pocock, là je vous conseille vraiment, je vous renvoie au livre de Pocock sur le moment machiavélien, l'univers mental, vous voyez, le système de pensée de Machiavel, c'est le système le plus canonique de toute la pensée humaniste. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est l'opposition entre fatum et fortuna. Vous savez, j'ai mis du temps à comprendre ça parce qu'au début, c'est loin de nous, toutes ces idées. Qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi ils insistent toujours sur fatum et fortuna ? Et Machiavel, le premier, eh bien, c'est simplement le dégagement de la pensée moderne, ça commence d'ailleurs assez tôt, des idées traditionnelles de la providence. D'ailleurs, ça vient de Cicéron, n'est-ce pas ? Fatum et fortuna, c'est-à-dire déjà dans un certain humanisme qui est déjà présent, romain, gréco-romain, vous avez l'idée que finalement les hommes ne sont pas réglés entièrement par le destin, ce qui fait partie de la mythologie grecque, les 3 parcs qui filent notre destin, etc. N'est-ce pas ? Non, il y a une part pour eux, il y a une part de liberté, parce que vir, n'est-ce pas ? S'ils sont virils, s'ils ont de l'énergeia, de l'énergie, ils peuvent... Alors, c'est la même image qu'on retrouve aussi bien chez Bruni que chez Machiavel, comme un pilote. Un pilote, quand il est dans une mer déchaînée, évidemment, il ne va pas commander au vent, il ne va pas commander aux lames, il ne peut pas. Et c'est plus fort que lui. Mais s'il a suffisamment de compétences, de sciences, d'art de la navigation et de force personnelle, d'énergie, eh bien, il va pouvoir s'en sortir quand même. Et ça, c'est une idée fondamentale, n'est-ce pas, de la condition humaine à la Renaissance. Je la trouve pour ma part
quand même bien meilleure que l'idée que nous sommes, nous sommes absolument libres, n'est-ce pas, que l'idée de liberté absolue, les libertés métaphysiques à la Descartes. Je trouve qu'ils ont beaucoup... C'est vrai, on le voit aujourd'hui avec ce qui se passe avec le réchauffement du climat, n'est-ce pas? Alors peut-être que nous sommes en partie responsables, mais quand même, la nature est plus forte que nous. Comment dire le contraire, hein? Mais en revanche, ce que nous avons une part, n'est-ce pas, de liberté qui fait qu'on peut changer quand même, on peut surmonter ça. Alors en ce sens, Machiavel est vraiment profondément lié à tout le développement de la philosophie humaniste de la Renaissance. Mais en quel sens il ne l'est pas? Je vais vous dire, il y a un sens où il ne l'est pas, c'est que Machiavel a fait quand même un pas de plus. Il a fait un pas de plus, je dirais même un pas de côté. C'est-à-dire que Machiavel avait quand même un énorme ressentiment, qu'on le comprend. Vous savez qu'on a essayé de le déconstruire. Bon, c'est un des rares penseurs, grands penseurs, philosophes. Il a été torturé. Machiavel a été il a été torturé. Oui, donc il avait un ressentiment quand même très appuyé et qui n'était pas toujours maîtrisé. Il y a quand même une idée de la... Enfin, c'est un très grand penseur, mais une idée de la vengeance. Et surtout, comment vous dire, il n'y a pas d'externalisation. Chez lui, c'est le système des condottières. Le prince, toutes les républiques communales qui ne voulaient pas avoir de la... Comme à Rome d'ailleurs, si vous voulez, on ne voulait pas que les généraux rentrent dans les murailles de Rome. Eh bien, quand on avait une guerre à faire, on prenait un condottière pour qu'il fasse la guerre dehors et pas dedans. Eh bien, lui, Machiavel, a eu cette idée quand même extraordinaire que non, la puissance, la guerre, il faut la faire entrer dedans si on veut vraiment résister. Vous voyez, il faut lui donner une place, y compris en un sens. Il a raison, mais... il a laissé, comment vous dire, l'immoralité, il n'a pas externalisé l'immoralité. Il a laissé dehors. C'est pour ça que tous les traités théologico-politiques du XVIIe siècle sont anti-Machiavel. Parce que c'est quand même mieux de trouver un arrangement où on ne laisse pas le déchaînement, n'est-ce pas, de la violence à l'intérieur. Parce qu'après, tout fiche le camp. C'est ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Laurent, oui. Oui, monsieur. Deux questions liées l'une à l'autre d'ailleurs, mais et qui vont prolonger en partie ce que vous venez de dire. La première, est-ce qu'il y a chez ces penseurs italiens de la Renaissance, est-ce qu'on peut repérer une réflexion ou des réflexions sur deux aspects qui, à l'époque, sont liés, même si ça nous paraît à nous un peu absurde, qui est la question de la magie et la question de la mer, de l'océan, de la puissance navale et maritime. Je vous pose cette question parce qu'au XVIe siècle, chez les Anglais, les deux questions sont liées. Oui. C'est le pays qui va prendre qui va acquérir la domination jusqu'à aujourd'hui, enfin cette civilisation, même si c'est plus les Anglais, c'est les Américains, mais la civilisation qui va acquérir ce que j'appelle la maîtrise des espaces fluides, au XVIe siècle, commence par penser les questions maritimes et navales, deux choses différentes, en liaison avec la question de la magie. Eux le font. Est-ce qu'on repère la même chose chez les Italiens à l'époque, ou un embryon de ça? Et la deuxième question, c'est sur, vous venez de rappeler fort bien d'ailleurs, que Machiavel pense, et à mon sens plutôt très bien, les questions militaires et stratégiques. C'est vrai. Il les pense très bien, tant du point de vue extérieur, c'est-à-dire l'emploi de la force contre les ennemis de la cité, mais également en interne. Qu'est-ce que la force armée en tant que système à la fois sociologique, politique, voire anthropologique et économique, quel poids il a à l'intérieur de la cité, comment il influe, comment il pèse sur la cité. Lui, il pense ces questions-là. Est-ce qu'on repère la même chose chez les autres penseurs italiens de cette époque? Voilà mes deux questions. Ça fait des questions, de grandes questions, très difficiles. Mais j'essaie de vous répondre. Alors, d'abord sur la magie et la mer. Incontestablement, il y a une dimension magique qui a déjà été explorée admirablement par la grande érudite anglaise, encore trop peu traduite ici, et bien qu'elle ait été anoblie par la reine, ce qui prouve que nous ne sommes pas snobs, n'est-ce pas? Je veux parler de Frances Amelia Yates, qui a étudié
l'importance, n'est-ce pas, de la magie à la Renaissance comme système, comme pré-scientifique, si vous voulez, comme au fond comment vous dire, une anticipation du développement des sciences, de la science moderne. Donc je vous renvoie là-dessus. Alors, donc il y a une dimension magique chez Pic de la Mirandole, chez Marcil Fissa, à la fin du Quattrocento, une dimension magique incontestable. Mais la mer, non. Pourquoi ? Bien, parce que comme l'explique très bien Leonardo Bruni, ils estiment que le grand atout, ils y voient un atout de Florence, c'est que c'était dans un moment où on est en butte aux agressions étrangères, Florence n'était pas au bord de la mer, n'est-ce pas ? Et il dit que c'est ça, que c'était la supériorité de Florence sur Athènes, n'est-ce pas, et sur Rome. C'est qu'elle était loin de la mer et que pour venir la déloger chez elle, c'était plus difficile. Et c'est ça qui lui a permis de se développer. Donc il n'y a pas de réflexion sur la mer. Alors que vous avez raison, c'est tellement important, il n'y a qu'à voir le frontispice, n'est-ce pas, des œuvres de John Dee, là, hein, des conseillers magiciens de la reine Élisabeth, bon, c'est la mer. Et puis l'Atlantide de Bacon. Donc là, c'est au cœur du cœur. Non, mais il n'y a pas de projet atlantique, il n'y a pas de projet maritime dans la République de Florence. Même à Venise, à Gênes. Alors, ça, c'est autre chose, mais là, je ne l'ai pas étudié, non. Venise, si vous voulez, j'ai laissé Venise de côté parce que Venise n'est pas une république moderne. Vous voyez, c'est une république qui commence beaucoup plus tôt, n'est-ce pas ? C'est qui traverse toute l'histoire médiévale. Elle ne fait pas partie de la pensée politique moderne, Venise. Donc, je l'ai mis de côté. Mais il y a de très beaux travaux, hein, je vous renvoie aux travaux de, comment s'appelle-t-elle, Elisabeth Crouzet-Pavant, sur Venise, n'est-ce pas, les Renaissances. Là, elle a étudié ça de façon très intéressante, ou encore des travaux plus anciens d'Yves Renoir. Bon. Mais moi, ça, j'ai pas, parce qu'il n'y a pas une pensée politique pour elle-même à Venise. Ça viendra plus tard. Alors, évidemment, dans la magie, il y a Giorgi à Venise. Hein. Là, il y a toute une pensée ésotérique à Venise qui est extrêmement intéressante. Mais bon, vous savez, on est obligé de restreindre ses études, hein, sinon, si on vivait 300 ans, on pourrait faire autrement, mais ce n'est pas le cas, malheureusement. Et sur les militaires ? Alors, deuxième question, oui, c'est sur la. Qu'est-ce que c'était votre question ? Est-ce qu'il y a chez d'autres penseurs que Machiavel oui. Oui. Alors, je vous réponds tout de suite. Sur ces questions militaires ? Oui, tout à fait. En particulier chez Philarète. Mais alors, malheureusement, Machiavel est un peu, vous avez raison, une exception à Florence. Ça, c'est chez les humanistes qui travaillaient pour Milan, n'est-ce pas ? Les humanistes qui travaillaient pour Milan, eux, se sont intéressés aux questions militaires, et en particulier sur le plan architectural. Mais d'une certaine façon, sur le plan architectural, tous les humanistes s'intéressent à la défense, vous voyez, à la défense de Léonard de Vinci, Alberti, tous, ils construisent des défenses, ou des armes même. Mais alors maintenant, pour vous dire, alors là, vous me dites à l'intérieur. Alors là, vous voyez, c'est une question de choix. Autant, je trouve que la défense nationale, disons-le en termes actuels, est une nécessité pour toute république, autant la permission, n'est-ce pas, de la guerre à l'intérieur, c'est la fin des républiques, n'est-ce pas ? C'est la fin des républiques. C'est-à-dire que c'est aller jusqu'à mettre de la guerre à l'intérieur, eh bien vous mettez du despotisme. Justement, l'État, n'est-ce pas ? L'État, ça ne devrait pas être du despotisme. C'est pour ça que c'est au XVIe siècle que la question sera reprise à nouveau frais par Bodin. C'est Bodin qui corrige Machiavel. Bodin dit oui, il faut de l'État. Machiavel a 200 000 fois raison. Mais il ne faut pas un État qui soit despotique. Il ne faut pas un État qui tue les opposants. Il ne faut pas un État qui pratique le meurtre. Et voilà. Alors, est-ce que ça a été appliqué ? Non, ça n'a pas été appliqué. Mais n'empêche que c'est quand même ça qu'il faut. Oui, sauf que ma question, c'était pas ça. C'était est-ce qu'il y a des gens qui, comme Machiavel, pensent par exemple, alors pas uniquement les questions techniques comme la fortification, des choses comme ça, mais la question par exemple de l'infanterie en tant qu'armement du peuple, et donc en tant que l'un des piliers de la République. Oui, c'est ce que pense Machiavel. C'est ce que pense Machiavel. Est-ce qu'il y en a d'autres à l'époque qui vont dans le même sens ? Écoutez, non. En tout cas, je ne suis pas une spécialiste de la pensée militaire, donc je ne peux pas vous répondre. Mais c'est possible, mais je ne peux pas vous répondre. Mais Machiavel dit qu'effectivement, l'infanterie, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est ce qui a fait la force des armées romaines. Oui, voilà. Bon, on a une dernière, Gary. Oui, quand on lit le discours sur la première décade, je parlais fort. Oui. Quand on lit sur le discours sur la première décade de Tite-Live,
on se rend compte, je cherchais un peu une définition de la religion par Machiavel, et on se rend compte que Machiavel a une définition très simple de la religion. Il a une définition de la religion, c'est juste en fait avoir de la religion, c'est-à-dire avoir de la piété, et en fait avoir une parole. Et du coup, pour lui, il y a toute une réflexion en fait sur la défaillance de la papauté, qui était surtout celle du XIVe siècle. Au XIVe siècle, c'est vraiment l'échec, l'effondrement de... Oui, avec la captivité d'Avignon et tout ça. Oui, avec les papes, les antipapes, etc. Et après, il y a quand même eu les Borgia, il y a eu des critiques même au XVe siècle, 15e, 16e siècle, qui ont continué là-dessus. Et donc, du coup, la question là-dessus, c'est, et malgré Bodin, parce que Bodin essaie de réconcilier un petit peu république et religion, et puis à la limite christianisme, et est-ce que finalement, on peut réconcilier la République, qui est quand même en fait un régime quelque peu théocratique, si on prend ses origines antiques, c'est-à-dire c'est un régime, en fait, il y a une religion civique. Est-ce qu'on peut vraiment concilier la religion civique et la chrétienté? Mais écoutez, je vous réponds oui, parce que justement, nous avons la loi de 1905, nous avons une république qui, et surtout c'est toute l'histoire française, on n'est pas comme en Angleterre, où si vous voulez, la religion est une religion d'État, n'est-ce pas, la religion non, l'histoire des républiques fait qu'on est arrivé à faire une séparation du religieux et du politique. Et donc, comment vous dire, l'idéal de Hegel, c'est que quand, au fond, une république n'a pas une religion civile ou civique, eh bien, elle n'est pas forte, elle ne peut pas durer. Mais c'est tout à fait controuvable. La preuve, c'est ce qui s'est passé, c'est que les républiques modernes, les républiques contemporaines, non, il ne s'agit pas des républiques contemporaines, n'ont pas toutes, n'est-ce pas, des religions d'État. On a mis depuis l'édit de Nantes, on a entamé en particulier en France un long processus par lequel on a affirmé la neutralité religieuse de l'État et on a confié les choix religieux aux individus, n'est-ce pas, aux individus qui, en conscience, ont droit à leur choix religieux sans que l'État... Mais quand je dis c'est un long processus, parce que ce processus-là, il est pensé depuis le XVIIe siècle, n'est-ce pas ? Depuis Grotius, depuis Spinoza, il est pensé, il est réclamé cette séparation du religieux et du politique. Et elle a eu lieu. Alors vous me direz, c'est pas le cas aux États-Unis, c'est pas le cas en Angleterre, mais c'est le cas en France. Oui, non, mais parce qu'il y a une différence entre religion et culte spirituel, en fait. Et la religion romaine faisait bien la distinction entre les deux. C'est-à-dire que tout le monde pouvait avoir son petit culte à lui. Ah, mais là, c'était une religion familiale. Oui, mais parce qu'il y avait une partie, comme d'ailleurs dans la Chine ancienne, il y avait des dieux là, c'est-à-dire les dieux de la famille, les divinités de la famille. Mais ça, c'est pas le même problème. Mais si vous voulez, au fond, la religion romaine était une religion civique, néanmoins, avec des cérémonies civiques. Alors, pas entièrement, vous avez tout à fait raison, pas entièrement. Mais néanmoins, elle était une religion civique. Mais dans les républiques modernes, dans certaines républiques romaines, modernes, pas dans toutes, vous avez une séparation du religieux et du politique. Et on a confié les choix religieux aux individus. Alors ça marche, je reconnais que ça marche mieux dans les sociétés où il y a des libertés individuelles importantes et surtout une éthique de l'individu plus forte, mais c'est quand même ça qui s'est passé. Et donc on n'est pas obligé d'avoir une religion civique, parce que d'une certaine façon, vous pouvez avoir un patriotisme laïque, n'est-ce pas, la ferveur, la piété civile, vous voyez. Il peut y avoir un patriotisme, d'ailleurs ça commence je vais vous donner l'exemple, ça commence à Florence. Florence, avant la République florentine, on ne pouvait, les grands enterrements solennels, communautaires, étaient réservés aux seigneurs, aux princes et aux autorités religieuses. À partir de la République florentine, on a fait des enterrements, si vous voulez, très très chargés, où toute la ville défilait à une cérémonie vraiment imposante pour Coluccio Salutati
Et pour Nanni Strozzi, il y a vous savez, là, on a traité ce qu'avait demandé Pétrarque, n'est-ce pas? On a traité de simples laïcs qui avaient eu des fonctions politiques nationales, on les a traités en héros sur le modèle de Rome, mais sans que ça soit impliqué les dieux romains, vous voyez, les divinités romaines. On a fait ça. Ça, c'est vrai. Et d'ailleurs, les commémorations nationales aujourd'hui sont sur ce modèle, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'aux grands hommes, la patrie reconnaissante, le Panthéon, n'est-ce pas, ça vient de cela. Oui. Donc, on peut commémorer civilement, la patrie. On n'est pas obligé de faire des commémorations liées à une église. Civilement, c'est-à-dire non ecclésialement. Voyez. Merci beaucoup. Merci.